calés dans vos sièges, tranquilles, à attendre. Que quoi? Que je vous impressionne? Que je vous épate? Que je vous montre ce que j'ai dans le bide? Eh ben, les mecs et les meufs, mesdames et messieurs, ça va pas le faire. Vous avez tout faux. Vous prenez votre cul pour vos nichons et vous avez la cervelle à l'envers. Parce que je sais ce que vous vous dites. Quand vous me voyez bourré dès le matin, là, à zoner, vous vous dites, pouf poufias, sale traînée. Mais savez quoi? Ce soir, vous êtes tous là pour me rendre grâce à moi. Ouais, je sais, ça pique. Mais vous, là, chacun d'entre vous, vous me devez quelque chose. Et ce soir, les mecs et les meufs, mesdames et messieurs, je suis venue pour ramasser. Vous me connaissez tous. Quand je m'affiche dans la rue, vous baissez cache les yeux, me regardez en face. Vous y arrivez pas? Mais dès que je suis passée, direct vous relevez la tête pour bien mater ce cul ferme mais juteux. Et c'est vrai. Alors la ramenez pas. Ça, c'est mon appart au coin. Ma mémé se souvient quand c'était un magasin, comme presque tous les bâtiments du quartier. Ouh là là, elle dit, c'est plus ce que c'était. Je lui dis, réveille-toi, mémé, tout change, tout bouge. Mémé adore ronchonner sur le monde, sur ce qu'il est devenu. Et bien sûr, quand elle ronchonne sur le monde, en fait, c'est sur moi qu'elle ronchonne. Ma vie. Parce que moi, je vis ma vie à 100 000 à l'heure. Je fais ce que je veux, quand je veux, et regardez, j'ai ça pour vous, si vous y trouvez à redire. Mémé dit, il y avait tout ce qu'il faut ici avant. Il n'y a plus de magasins, la salle de l'auto a brûlé, les pubs ont fermé, les médecins aussi. Le centre d'animation, boum, par terre, et hop, des nouveaux appartes. Elle dit qu'avant on vivait, on pouvait vivre ici, et vivre bien. Maintenant on nous entasse et on nous demande d'exister, c'est tout. Je lui dis, mémé, t'es vraiment une vieille pique ronchon, je te jure. Elle me jette un regard mauvais. Elle se lève pour sortir et elle me fait, je vais te dire, jeune fille, il est 11h35 et tu as commencé à boire. Il ne peut rien arriver de bon à vivre comme ça. Je lui dis, mémé, je te jure, mes lèvres n'ont pas touché une seule goutte ce matin. Et c'est toute la vérité. Rien que la vérité. Parce que j'ai rien touché depuis que je me suis levée. Si elle sent l'alcool, c'est de la nuit dernière, qui, j'avoue, s'est terminée à 5 du mat. Mémé rouspète, elle jette quelques billets de 10 sur la table et sort en se dandinant. Et je devrais les ramasser, la suivre et lui enfoncer dans la gorge. Mais je laisse l'argent là. Je la laisse partir en traînant des pieds dans l'escalier. Je laisse la porte claquer parce que j'ai besoin de la thune. Parce que le seul moyen pour moi de tenir la semaine, c'est une série de gueules de bois. Et je parle pas d'un gentil petit mal de tête, non. Je parle de vraies gueules de bois, des enfoirés qui te laminent la cervelle pendant 3 jours. Je parle de gueules de bois qui commencent. T'es sous la table au Chicken Cottage. Tu t'en es déjà tellement enfilé que tu balances des gros roses sonores à l'odeur bien dégueu, jusqu'à ce qu'une trappe secrète s'ouvre dans ton bide et que tu largues un jet verdâtre bien visqueux, un jus bien amer, des litres et des litres. Putain! Mais ça se planquait où tout ça? Et tu te réveilles dans le lit d'un inconnu, par terre dans une salle de bain, ou en garde-ave, mais tu te réveilles. T'as mal aux muscles, t'as la gorge arrachée, t'as les dents qui crépitent de toute l'acidité de ton vomi de la veille. Tu te réveilles et tu sais que t'as déjà fait la moitié de la semaine. Parce que le jour 1, tu vas être au pieu en train de chialer et de vouloir mourir. Le jour 2, dans ton canapé, à suer dans ta couette, à bouffer des fins de nouilles, à regarder n'importe quel rediff de merde. Et le jour 3, tu te lèves, tu te remets d'aplomb, tu commences par un bain brûlant pour dégager tes pores de toutes les merdes et tu passes 10 heures à poncer, gratter, arracher, repeindre la façade avant d'être prête à repartir.
Mais hier soir, je suis pas arrivée jusque-là. Hier soir, je sais pas pourquoi, je sais pas quoi, j'avais pas la niaque de me mettre une bonne grosse mine. Et maintenant, la cata, c'est lundi matin et mon cerveau fonctionne à plein régime. C'est pas naturel, c'est pas normal et c'est clairement dangereux. Je vais avoir besoin de la thune de mémé. Comme ça, ce soir, je peux démerder ce qui a merdé hier soir, me mettre une bonne grosse mine et me fracasser pour le reste de la semaine. Donc je la laisse partir. Je lui rebalance pas ses billets moisis à la gueule. Des fois, faut prendre, c'est tout. Mais bon, même si ce soir j'ai de quoi fuir la réalité, faut quand même que je tienne la journée. Mon corps qui bouillonne, toute cette énergie dont je sais pas quoi foutre. Ce qui veut dire des embrouilles pour moi, au bout du compte. Mais avant ça, pour des losers comme vous. Je me balade sur le trottoir, je scrute la rue, je cherche des cibles. Qui va se porter volontaire? Qui va s'approcher, être la victime de ma fureur? Et yes, c'est le blaireau. Le blaireau qui se pointe. Le genre de blaireau que tu vois grogner sur les machines à la salle de sport, qui descend des canettes protéinées en s'admirant devant le miroir. Séance après séance, il se gonfle les bras et le torse. Mais le jour des jambes, le blaireau se barre au pub. Résultat, il a des bras comme des cuisses, mais des cuisses comme des graissins. Il titube dans notre rue tous les jours. Ses petites jambes supportent à peine le poids de ses biceps, triceps et pecs stéroïdés. Il sort sa teigne de petit chien, genre un bâtard, pas un carlin, mais la gueule écrasée, c'est clair. Et ce blaireau, il laisse sa teigne de petit chien chier dans toute la rue, et ça me fout vraiment en rogne. Pas seulement parce que j'y marche dans cette rue, mais lui aussi. Mais comment faut être teubé, putain, pour laisser ton chien chier dans la rue où toi tu marches, tous les jours? Il y a tellement de caca qui doit faire une petite choré pour esquiver les merdes qu'il a laissées et qui l'attendent au tournant. Je le mate faire des pirouettes sur le trottoir, comme s'il avait une attaque. Et des fois je me demande, mais pourquoi je sors avec ce blaireau? Il me voit assise sur le bord du trottoir, il lève la main et fait « Ça va, Poufias ?» Je dis « Comment tu m'as appelé, Kevin ?» Son sourire se barre et dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Tu viens de m'appeler Poufias, c'est ça ?» Il dit « Je t'appelle tout le temps comme ça, t'adores ça ?» Je fais « J'en ai ma claque de toi, putain !» Il fait « Détends-toi, je rigolais, c'est bon !» Je gueule « Gros blaireau !» Je me tire, il me rattrape, me colle au basque. Je gueule « Pauvre con, bâtard, sac à merde !» C'est genre un rituel qu'on a mis au point entre nous. D'habitude, on le démarre à quoi? 3h du mat? Vous nous avez peut-être entendu. Ou alors vous étiez en train d'essayer de dormir? Donc on se hurle dessus d'un trottoir à l'autre. Il y a une mère obèse avec une grosse poussette pleine de gamins obèses qui me fait « Vous pourriez surveiller votre langage? Ou baisser le ton, s'il vous plaît ?» Je lui fais « Tu me dis quoi, toi ?» Un des gamins se met à chialer. « Votre langage perturbe ma petite fille, d'accord ?» Ses bourrelets au bide tendent tellement son legging noir qu'il en devient gris. Elle cligne des yeux, elle respire par la bouche comme un kleps. Je lui fais « Pour qui tu te prends, chiennasse ?» Putain. Mate ses cheveux. 10 cm de racines grises et après, noir chauve-souris. Je vois bien que la connasse, elle est occupée à pondre des morpions. Mais je sais pas, tu prends 5 minutes pour te foutre du magique retouche et c'est réglé. C'est tellement triste quand une femme se respecte plus. Kevin se traîne jusqu'à nous, fait « C'est quoi le problème? C'est cette conne qui a commencé à me dire ce que je dois faire. » Il fait oh, « Pour qui elle se prend, elle ?» Et je dis « C'est ce que je viens de dire. » Son kleps à la gueule écrasée tourne autour de la poussette, tout croc dehors. La conne recule. Si ce chien s'approche de moi, j'appelle la police. Je m'avance vers elle. D'un coup, elle s'y attend pas et... Plarc, les pores remplis de graisse de sa zone T. La conne, son dernier soin visage, il remonte au Moyen-Âge ou quoi? Je lui fais « Appelle la police, vas-y, essaie pour voir, essaie !» Et elle va pour dire un truc. Mais là, je regarde sa poussette. Un bébé tout rouge qui se tortille, un gamin grassouillet qui pleure et une petite peste accrochée à l'arrière. Et la mère obèse, elle me voit les regarder et elle réfléchit. Elle pense à ces gentils petits bébés qui sont obligés de marcher dans cette rue, de jouer dans cette rue,
de vivre dans cette rue avec moi. Et elle change d'avis. Je fais, c'est ça ma chérie, dégage salope. Je vais vers Kevin, t'as vu ça? T'as vu comme elle m'a cherché? Il fait, ouais quelle grosse conne hein. Je fais, ça m'a vénère, je te jure. Il fait, ouais non ça m'étonne pas, mais si t'es vénère, je peux peut-être t'aider à t'étendre. Et il sort un gros sac de bœuf. Je fais, d'où ça sort ça? Il fait, je me suis tapé l'incruste à une soirée d'étudiants, je l'ai trouvé sous un matelas à côté d'un god de 30 cm. Qui c'est qui a besoin de trucs de 30 cm? Et je le laisse à ses illusions. On file direct à l'appart. On s'allume des joints. On se détend dans les vapes pendant des heures. On fume, on baise. C'est même mieux qu'une gueule de bois pour tuer le temps. Parce qu'il n'y a pas les frissons et tu te détestes pas autant. Et puis, le soleil se couche. Je me lève, je sors du lit. Kevin fait, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, on s'arrache, faut que je m'en mette une. Il fait, je vais t'en mettre une, moi là, maintenant, tout de suite. Et même si je l'ai baisé 4 fois dans les 5 dernières heures, quand il le dit comme ça, j'ai envie de le tuer, ce blaireau. Mais ce soir, je le laisse vivre. Je sors ma colère en cognant à la porte de Léane. Léane, c'est ma coloc, je l'adore. C'est une putain de warrior. Elle gueule, c'est quoi ce bordel? Je gueule, on décolle. Un coup de déo 72 heures sous les aisselles, une lingette bébé vite fait entre les jambes, et Léane, on part sans toi. Léane sort direct de sa chambre en tirant sur un dos nu tout neuf. Elle fait, fille, sois franche. Est-ce que mes nichons ont l'air gros là-dedans? Je lui dis, énorme ma biche. Et on se casse. Et le premier bar, c'est le Las Iguanas. Parce que Léane a un bon. Tous les pichets, c'est 2 pour 1. Donc en gros, tu payes 15 balles pour 2 pichets remplis de glaçons. Tu parles d'une affaire, mais Léane dégaine une petite bouteille de vodka de sa pochette. Je la chope, une gorgée en douce et je balance le reste dans le pichet. Direct, un gus avec un badge écrit « Gérant » se téléporte à côté de nous. Il fait « Bonsoir les jeunes, j'espère que vous passez une bonne soirée. J'ai juste besoin de vérifier, est-ce qu'il y a de la vodka là-dedans ?» Et je lui dis « Ben, c'est censé être une vodka martini, donc j'espère qu'il y en a, ouais. » Il fait « Vous voyez très bien ce que je veux dire, mademoiselle. Je peux voir votre sac, s'il vous plaît ?» Je suis détendue, parce que la bouteille est pas dans mon sac. Elle est dans mon dos, coincée dans l'élastique de ma jupe. Je lui dis « Je vous en prie, allez-y si ça vous éclate. » Il farfouille un peu, je lui dis « Ça, c'est des tampons, au cas où vous en auriez jamais vu. » Il me rebalance le sac, déçu. Mais là, en chopant le sac, je me penche en avant et hop, la bouteille qui saute tombe de ma jupe et vient rouler entre mes pieds. Léane fait « Effie, ma biche, tu viens de chier une bouteille de vodka ou quoi ?» Le gérant de mes deux fait « Dehors, maintenant » et le gars de la sécu se rapproche. Je chope le pichet, l'autre gus fait « Tu me balances ça à la figure ». Je porte à mes lèvres le pichet de 2 pintes, plein à ras-bord. Je vois dans les yeux du gus qui se dit « T'es pas cap ». Putain, il a pas idée. Je commence à boire, les gens autour se taisent. À la moitié du pichet, il y a des applaudissements et des bravos. J'arrive au bout, standing ovation, les gens poussent des cris, sifflent. Même le gus me lance un sourire à contre-cœur, genre, faut admettre. Je lui bazarde le pichet vide, il l'attrape des 2 mains comme ça. Il peut plus me repousser quand je lui plaque les mains sur les joues, que je le tire vers moi pour lui coller un bon gros smack et que je lui rote à la gueule. J'attrape Kevin, je prends Léane par l'autre main et je les embarque direction rue Sainte-Marie. Et le premier bar où on peut entrer, c'est le Great Western. Je sais, c'est pourri. De l'extérieur, ça paraît vide, mais quand t'es à l'intérieur, c'est blindé au bar pour se faire servir. Je plonge dans la foule, un coincé du cul coupe hipster fait passer des shots de Jägermeister. J'en chope un par-dessus les jambes, hop, ça c'est bu. Je continue à pousser, pardon, 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 je me faufile jusqu'au bar. Je m'y accoude, je me cale, je regarde tout autour. Et là, oh la vache! Là, au fond,
une petite bande de mecs, tous plutôt bien foutus. Pas du genre salle de sport, pas tout beau tout propre, pas avec des muscles comme des ballons. Juste, on voit que leurs bras et leurs jambes et leur corps, c'est du solide. Et pas un qui a ce besoin désespéré, cette envie de plaire qui jaillit comme un cri de tous les mecs qui tentent leur chance tous les soirs de pluie à Cardiff. Et au milieu d'eux, il est là, me regarde, et il est... Kevin trouve ma taille et enroule son bras autour et j'espère que Petit va détourner le regard. Mais non. Et il est mignon, moi. Une belle gueule que je palucherais bien. Mais lui, j'y crois pas qu'il me regarde droit dans les yeux alors qu'il voit que je suis avec un autre mec. Putain, l'arrogance. Si Kevin voit ça, ça va partir en vrille. Bien sûr, Kevin voit rien parce que c'est une buse. Alors je dis, Kevin. Il essaie d'attirer le regard de la serveuse. Oh, attends, bébé. Je dis non, Kevin, faut que je te parle tout de suite. Il fait qu'est-ce qu'il y a, ma pouf? Je dis, vas-y, Kevin, regarde là-bas. Je montre du doigt. Il regarde dans la direction. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois le panneau des toilettes. Je fais, ouais, c'est ça. Je veux que tu descendes. Tu choisis le chiotte le plus loin de la porte et t'attends parce que j'ai très envie, là, maintenant, tout de suite. Carrément, il dit, chez les dames ou chez les hommes? Et je lui fais, je suis une dame ou pas? Putain. Et hop, le con se barre en courant. Bah quoi? Je devrais me contenter de ce qui zigzague dans ma rue en esquivant les merdes de chiens et dire merci? Mon cul, ouais. Je me tourne pour faire face au type. Pas le petit regard timide. Pas l'œil qui flirte, le regard droit dans les yeux, les lèvres écartées pour montrer de la dent, mais pour rugir, pas pour sourire. 9 mecs sur 10, ils tiennent pas, ils se détournent. Celui-là, il me rend mon regard. Et alors je marche, droit sur lui. La foule devant moi s'écarte, tu m'étonnes qu'elle s'écarte. Je m'ouvre un chemin sur la piste de danse et personne me touche, personne pourrait. Je fonce sur lui comme un missile de croisière et lui, il me rend mon regard en essayant de garder son sang-froid. Mais là, à peine un quart de seconde, la petite lueur de peur dans ses yeux, il la remballe aussi sec. Mais maintenant, il est à moi. Je m'arrête, je tourne le dos et la musique a été foireuse jusque-là. Mais à la seconde où je commence à bouger dessus, ça devient carrément dingue. Parce que je suis comme une vidéo de plusieurs millions de dollars qui fait oublier le morceau foiré. Sauf que je suis dans la vraie vie. J'ai fait la moitié du chemin vers ce mec. Maintenant, je vais lui faire l'autre moitié. À moi. Elle croira que c'est lui qui l'a fait de son plein gré, mais pas vraiment. C'est moi qui le tire de là-bas jusqu'ici, là où je veux qu'il soit. Je ferme les yeux. Mais les lumières battent encore à travers mes paupières. Ou c'est peut-être le sang dans les petites veines. Et chaque fois que j'inspire, j'ai l'impression de m'élever de terre. En flottant, je balance mes pompes. Je danse comme je sais pas quoi. Et je sais pas ce que fait mon corps. Je me contente de le regarder. Sauf que je suis pas moi. Je suis moi. Mais je suis aussi quelqu'un d'autre. Et puis, la chanson se termine. Et je regarde là où le mec devrait se trouver, tout à côté de moi. Mais à côté de moi, il n'y a personne. L'abruti a pas bougé. Il est appuyé exactement là où il était. J'ai perdu mes pouvoirs. Qu'est-ce qui se passe? Aucun homme me résiste. J'ai bien dit aucun. Et maintenant je le regarde, pas dans l'espoir,
Pas dans la séduction, mais vraiment, vraiment en colère contre ce crétin qui se prend pour qui, hein? Et c'est là que la foule bouge, la bande de mecs qui l'entourent se déplace, et je le vois de la tête aux pieds. Et ce que je vois, c'est que l'abruti est sur des béquilles. Et il voit que je vois, et il voit que je ris de lui et de moi qui essaie de l'attirer sur la piste, alors que le pauvre abruti peut pas marcher. Alors je marche à sa place, finis les postures et les poses, je mets les bras autour de son cou, je dis « Salut toi » et je le bécote comme une malade. Moi c'est Effie, je dis. Et il hoche la tête, genre oui, il savait déjà. Il dit « Moi c'est Yann ». Et c'est comme si je le savais aussi. Je dis « Yann, faudrait rapidement faire une sortie. Il y a un type qui va monter ses escaliers d'une seconde à l'autre, pas content de me voir avec toi. » « T'as peur de ce qu'il va me faire ?» dit Yann. Je dis « Non, plutôt l'inverse. » On chope des taxis en haut de la rue Sainte-Marie. Et je comprends qui ils sont. Yann et ses potes. Pourquoi on dirait une bande? Je dis « Vous êtes des soldats, c'est ça ?» Yann balance ses béquilles dans le coffre, fait le tour de la voiture en s'appuyant dessus, les sourcils un peu froncés. Pas de douleur, mais il se concentre vraiment quand il a son poids sur le pied droit. Il ouvre la porte, la tient ouverte, pour moi. Il dit « Eux, c'est des soldats. Moi, je l'étais. Avant ça. » Et il veut parler de l'épisode horrible qu'il a mis sur ses béquilles. On est dans la voiture, on va chez son pote Tom. Tom a un appart à l'autre bout de Tremorfa Park. On s'embrasse, Yann et moi. Je presse ma main sur son ventre. Je descends pas encore jusque-là. Je passe direct à sa cuisse. Je pétris ses muscles lourds et il me chope la main. La serre fort. Je dis « Quoi ?» Il dit « Attends, d'accord ? » Je peux attendre. C'est pas grave. On arrive à l'appart, une nouvelle cité qui s'étale au-delà de la voie ferrée. Et on pourrait penser, moi toute seule, avec ces 5 inconnus, on pourrait penser que je serais un peu la main serrée sur mes clés, prête à foutre le camp. Mais non, rien de tout ça. Ils sont tous polis, sans être flippants, marrants, sans être relous. On dirait pas genre que je suis en danger, mais plutôt genre que je suis une demoiselle d'honneur et qu'ils sont mes gardes du corps perso. On s'assoit au salon, quelques verres, on tchatche. Je glisse ma main dans celle de Yann, la presse, et il me regarde. Et quand on se lève, les types chambrent pas. Comme d'hab, quand un de leurs potes emmène la fille qu'il vient de draguer à l'étage. Ils sont en mode « Bonne nuit, c'était sympa ». Comme si le fait que je revienne ici avec Yann, c'était le destin. Il se traîne un peu derrière moi dans l'escalier. Je fonce à la salle de bain. Hop, un coup de Colgate sur les dents. Je me gratte la langue et puis je le vois accoudé sur un futon déroulé en lit qui prend presque toute la place dans la chambre d'amis. Et pendant une seconde, j'ai peur. Pas peur de lui, putain non. Peur de... Et pour lutter contre ça, je l'attrape par la ceinture, genre, allez, merde, on se lance, mais il m'arrête, me retient, dit, faut que je te montre quelque chose. Il enlève le haut et il est pas mal, plein de muscles, mais avec un petit bidon. Et franchement, je préfère. Il y a quelque chose de bizarre chez les mecs qui sont tellement obsédés qu'ils n'ont pas un poil de graisse. Il met la main à sa ceinture, dit, bon, ne flippe pas. Je dis, mec, jusqu'à 30 cm, j'encaisse. Mais au-delà, et certaines positions, ce sera interdiction, ok? Et il me sourit. Un sourire un peu triste. Et même si je voulais seulement détendre l'atmosphère, son sourire me fait regretter d'avoir dit ça. Il descend son jean et ses jambes
Elles sont très belles, mais l'une d'elles s'arrête au genou et il y a des sangles et du plastique. Il bascule en arrière pour se débarrasser de son jean et de sa jambe droite. Elle est en plastique à partir du genou. Il s'attaque aux boucles, libère le plastique et quelque chose apparaît. Un moignon de chair qui se termine comme ça. La peau repliée, comme une crête rouge et en colère. Des marques noires de points de suture, là où on a collé ensemble les lambeaux de peau. Comment c'est arrivé? Il dit, tu sais ce que c'est un engin explosif improvisé? Je dis, pas vraiment. Il dit, ben moi si. Il me dit qu'il n'a pas pu se montrer à personne depuis sa blessure. Alors je l'embrasse. Je l'embrasse et l'embrasse et l'embrasse et l'embrasse. Et puis je suis sur lui et il est dans moi. Et la première fois c'est très rapide, presque tout de suite. Et il est gêné, il est désolé. Je dis, c'est pas grave, ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir le faire bien. Et je l'embrasse à nouveau. Je l'embrasse et l'embrasse. Je fais glisser mes lèvres le long de son flanc, le long de sa cuisse. Il se dégage, dit non, s'il te plaît, mais je m'arrête pas. J'embrasse partout. J'embrasse, il dit non, s'il te plaît, mais j'embrasse la cicatrice. J'embrasse les poings et j'ai jamais rien embrassé de pareil. Je dis, voilà, tu vois. Il dit, c'est super moche. Je dis, ben en fait, moi je trouve ça beau. Et là, ça se gâte. Il se détourne de moi, mais je vois ses épaules qui tressautent. Je dis, écoute, je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était des conneries. Je voulais dire quelque chose pour alléger. T'as raison, en fait. C'est super moche. C'est moche et c'est flippant. Et ça m'angoisse de regarder ça. Parce que je me dis, regarde-nous. On est des petits êtres tout tendres et c'est tellement facile de nous blesser. Alors non, c'est pas beau, non. C'est carrément loin d'être beau. Mais ça fait partie de toi. Et si ça fait partie de toi, je peux encaisser. Yann se retourne, attire mon visage et il m'embrasse, et m'embrasse, et m'embrasse. Et on refait l'amour, et ça dure des heures à coller nos peaux, à s'enfoncer l'un dans l'autre, à se retourner et rouler dans le lit, parce que les parties de nous qui se touchent pas sont jalouses des parties qui se touchent, à s'en mêler les membres, à mettre autant que possible de lui dans moi, et de moi dans lui, à être ensemble et vivant quoi. Et après, il me raconte. Ça a explosé direct sous le mec à côté de lui. C'est ce mec qui a tout pris. Perdu ses deux jambes, une de ses mains. Dans l'hélicoptère, les toubibs qui essaient de le maintenir en vie, qui lui parlent sans arrêt. Mais il savait, et il tremblait, il sanglotait, pas à cause de la douleur, à cause de ses gosses, de toutes les années qu'ils auraient à vivre sans papa, toutes les nuits où ils allaient pleurer jusqu'à
Yann se retourne vers moi, enfouit son visage dans mon cou et hurle comme un enfant blessé. Je l'entoure de mes bras, le serre tant que je peux et je prends. Je prends et ça a été la fin de ma vie. Couché là, enroulé dans Yann, je sens quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est pas seul. Je suis pas seule. Et c'est comme si j'allais me sentir pas seule pour toujours. Mais je veux comprendre. Je veux comprendre si c'est comme je suis là maintenant. Je me lève, Yann est à moitié endormi. Je gribouille mon numéro, il écrit le sien, attire mon visage pour un dernier baiser. Je dis, on va pas faire ça, hein? Le coup d'attendre 3 jours pour s'appeler. Il dit, mais non. Je dis, non, je sais. Alors à bientôt. Il dit, tu fais quoi ce soir? Je dis, toi, si tu as retrouvé des forces. Et ça le fait sourire. Je descends l'escalier, tout doucement. Son pote Tom dit, je t'appelle un taxi. Je dis non. Et je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Je m'éclipse, je marche. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je pars toute seule en pleine nuit au lieu de monter tranquille en sécurité dans une voiture? Je viens de le dire. Je viens de dire pourquoi. Les réponses sont maintenant dans les questions. Je pars toute seule pour être toute seule et voir si cette sensation de n'être pas seule s'accroche. Je marche dans des rues animées qui ont fait silence pour la nuit. Je traverse pas Tremorfa Park. Je continue devant les hypermarchés, devant le club de fitness, vers toutes les énormes usines comme des engins spatiaux fracassés. Des montagnes de métal, des voies ferrées qui viennent de nulle part, des grues, des canalisations et des cheminées. Et c'est flippant. Mais il y a 2 poneys gitans qui me trouvent, qui grimpent tranquillou sur le bas-côté, qui cognent leurs grosses têtes contre la mienne et qui me disent « Continue, ça va aller ». Un hélicoptère descend en piqué, comme s'il allait me cueillir ou s'écraser. Je le suis des yeux s'arrêter au-dessus d'un rond-point, trouver une aire d'atterrissage. Je vois 3 silhouettes descendre de la cabine, tout en noir, comme un escadron de la mort. Mais quand ils enlèvent leurs masques et leurs casques, c'est juste des types qui rigolent. Et quand le bourdonnement des pales diminue, j'entends autre chose. Quelque chose d'énorme. Quelque chose qui respire, ou qui rugit, des fois. Je continue sur la route, trouve un trou dans une clôture. Et là, devant moi, il y a la mer. Et une plage. Une plage à 2 kilomètres de là où j'ai grandi. Ça s'est passé quand, putain? Bon, c'est la plage la plus moche du monde. Des bandes de métal, des roues de voiture, une moitié de chiottes, des pans de murs écroulés dans le sable, des blocs de béton lézardés polis en forme lisse. Du verre où la lune se reflète. Je m'assois là. Je vois personne. J'entends personne. Devant moi, une route de briques cassées qui va jusque dans la mer. Je suis aussi seule qu'on peut l'être. Et c'est toujours là. La sensation de n'être pas seule,
plus seule. Même si je le suis pas, parce que j'ai trouvé pourquoi je suis faite. Je suis faite pour que Yann soit en meilleure forme. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais être, sa meilleure moitié. Et en étant sa meilleure moitié, je serai vraiment meilleure que ce que j'ai jamais été. Voilà, c'est moi. Je fais demi-tour pour rentrer, traverse le rond-point, passe devant le marché. À Moorland Park, je m'arrête 2 secondes devant la plaque du petit Mickey. Je fais toujours ça. Et direction l'appart. Je tourne à l'angle, je regarde en l'air à la fenêtre. Kevin, qui regarde fixement dans la rue. La clé dans la porte, je monte 4 à 4, j'ouvre et voilà mon Kevin écroulé en train de ronfler sur le canapé. Il fait toujours ça. On se bagarre un soir de sortie, on rentre à la maison et il fait semblant de dormir à poing fermé. Comme ça, il n'y a plus de bagarre. Je le regarde en train de faire semblant de ronfler. Des petits poils noirs sur ses épaules qui passent à travers son t-shirt. Trop flippé pour me parler, parce qu'il sait qu'il se passe quelque chose. Et la vérité, c'est que j'ai rien à lui dire. Je vais au lit, direct, éteins la lampe et la porte de ma chambre s'entrouvre. Un rayon de lumière gicle sur les draps. Je regarde même pas. Je dis seulement « Kevin, non !» Et la porte se referme. Je ramène les couvertures jusqu'au cou, serré. J'expire un gros soupir, comme la mer qui roule sur les briques cassées. Et puis je ferme les yeux. Et je suis pas seule. Donc, le lendemain, si j'étais Yann, j'enverrais un texto direct. Mais je suis pas Yann, et il le fait pas. Typique le mec qui se la joue cool. Mais j'ai toujours cette sensation, pas seule, plus seule. Et je fais confiance à ça. Je suis vraiment calme et tranquille et je reste dans l'appart. Moi, dans l'appart, sobre. Pas exactement dans l'attente, mais contente et relaxe, en pensant à comment ce sera quand il va appeler, et où on va se retrouver, et comment je serai habillée, et où on ira, et combien de temps on restera là-bas avant de rentrer, et est-ce que j'emménagerai chez lui, ou lui chez moi, et quel genre de mariage? Et oui, c'est bon, je sais, je pense à des trucs dingues. Mais cette sensation, pas seule, cette sensation me dit que penser à tous ces trucs dingues, c'est bon, parce que c'est pas dingue cette fois. C'est juste ce qui est en route. Alors je passe la journée à attendre qu'il appelle et il appelle pas. Alors le lendemain, j'envoie un texto qui dit seulement « Salut, c'est moi, j'espère que ça va bien. » Pas de réponse. Et je sais l'impression que ça donne. Ça donne l'impression que j'ai été baisée larguée. Mais faut pas se fier aux impressions. Demandez à n'importe qui. Et d'abord, ça se peut pas. Parce que j'ai toujours cette sensation. La sensation de pas seule. Et cette sensation fait que je panique pas. Je pète pas les plombs. Ça fait que je pense rationnellement. Ça fait que je pense. Ben, si j'ai pas été baisée larguée, alors ça peut être quoi d'autre? Ça peut être 1 milliard de choses. Les téléphones, ça se perd souvent les soirs de grosses beuveries. Ou il a peut-être mal noté mon numéro. Ou moi j'ai mal lu le sien. C'est vrai que je suis total dyslexique. Alors je regarde le reçu où il a gribouillé son numéro. Et oui, ce 5-là, ça pourrait bien être un 8. Et d'ailleurs ce 3 aussi. Et là, c'est un 7 ou quoi? C'est clair que j'ai dû envoyer un texto à un inconnu. Alors j'envoie d'autres textos, disons dans les 50, à toutes les variantes possibles du numéro de Yann. Je reçois quelques réponses. La plupart étonnés, beaucoup me répondent « Salut » et 3 photos de bites en érection. Mais rien de Yann. Non, je saurais. Et alors, je laisse tomber.
Je la joue cool, comme Yann, visiblement. Alors j'attends, genre une semaine, ou 2. Et je sais l'impression que ça donne. Mais je supporte pas parce que, même si je sais pas. Parce que j'ai toujours cette sensation, pas seule, qui continue à me dire, c'est qu'il y a eu une boulette si t'as pas contacté. Il ressent la même chose que toi et si vous vous retrouvez plus jamais, vous allez perdre la seule chose qui va compter dans votre vie. Alors je marche. Je traverse Tremorfa Park et vers Pengham Park et à l'intérieur de moi toujours cette sensation pas seule qui dit oui, tout va bien, c'est une façon tout à fait saine de se comporter. J'arrive à l'appart du copain. Personne. Évidemment, on est en milieu de journée. Alors je laisse un mot avec mon numéro écrit en chiffres et en lettres. Au cas où. Je m'imagine la belle histoire que Yann et moi, on pourra raconter. Comment on a passé une nuit ensemble, mais il a perdu mon numéro et heureusement, au lieu de me barrer, je suis passée pour laisser un mot et paf, on s'est retrouvés. Et quand je me tourne pour repartir, j'entends quelque chose. Mais je suis pas sûre de ce que c'est. Il y a personne à la fenêtre de l'appart de Tom. Je rentre chez moi, grimpe l'escalier, me jette sur le canapé et là, je pleure. Parce que je sais bien ce que c'était. Le truc que j'ai entendu. Là-bas, à l'appart de Tom. Je le sais et je le savais. C'était quelqu'un qui riait. Pas quelqu'un, c'était Tom, le pote de Yann. Il m'a vu et a fait semblant de ne pas être là. Il m'a vu venir déposer mon petit mot doux et il a ri. Parce que j'ai été baisée larguée. Je le sais. Je sais. Et en même temps, dans mon cœur, cette sensation toujours, pas seule, pas seule. Et je peux pas supporter ça, une seconde de plus. Parce que cette sensation, c'est la chose la plus parfaite et la plus certaine que j'ai jamais ressentie. Et c'est un mensonge. La chambre de Léane, la commode près de son lit, toujours des tonnes de pièces de monnaie. Je les rassemble, les fourre dans un sac en plastique, traverse la rue avec, les mets en tasse sur la caisse. Il manque juste un peu pour une demi-bouteille de vodka. Je dis au type que je lui devrais, et lui, il veut juste que je me tire. Il dit, c'est bon. De retour à l'appart, je trouve pas de verre. Pas besoin, putain. Le goulot direct à ma bouche. J'inspire et les premières vapeurs d'alcool cognent. Et j'ai le bide qui explose. Avant même d'avoir avalé une gorgée, je gerbe à travers la pièce. Je gerbe et je gerbe. Je lâche la bouteille, je sanglote, je dégueule comme j'ai jamais dégueulé. Léane passe la tête à la porte, fait « C'est toi qui es entrée dans ma chambre pendant que je dormais ?» Elle fait, et puis en me voyant « C'est quoi ce bordel, putain ?» Et je lui raconte. Je lui raconte tout. Elle dit « Tu sais ce que c'est, allez !» Mais je sais pas. Ou je veux pas. Ou je peux pas. Un aller-retour vite fait, rue Clifton, et me voilà perché au-dessus des chiottes, en train de pisser sur une languette. Alors, fait Léane à travers la porte. Je regarde une petite languette blanche, des petits points qui foncent, qui se rejoignent pour former 2 bandes bleues claires, et je comprends. Je ne suis pas seule. La première chose que je ressens, c'est de la joie. Parce que pas question que Yann se débarrasse de moi maintenant. J'appelle le numéro que j'avais, je savais que c'était bon depuis le début. J'appelle, je fais. Yann, je recommence. Yann, c'est Effie. Faut qu'on se voit, c'est important. Me zappe pas, parce que j'arrêterai pas. Et je laisse ce message à l'heure pile, toutes les heures, matin, midi et soir. Pendant quoi? 5 jours? Et il finit par piger que je vais vraiment, vraiment pas arrêter. Ding, je reçois un texto. Rendez-vous 13h au Fat Cat Café. Avant ça, je mets 3 heures à me préparer pour être sûre de ressembler à la seule meuf qu'un mec voudrait baiser de toute sa vie. Et c'est pas pour lui, c'est pour moi. Pour être confiante, genre, à l'aise,
Et qui c'est qui m'attend au Fat Cat Café? C'est pas Yann, c'est Tom. Tom dit « Salut ». On dirait qu'il y a eu comme un malentendu, hein. Yann pensait que tu savais ce qui se passait, que ce serait jamais rien qu'un plan d'une nuit. C'est vrai quoi, t'avais ta langue au fond de sa gorge avant même de savoir son nom. Et je dois reconnaître, ma belle, tu l'as remis sur les rails, le gamin. Parce qu'il pouvait plus gérer le côté physique des choses depuis sa blessure. Et ça a été un gros souci pour lui et sa femme. Putain, il est marié ce con. Bah tu le savais, t'as vu sa bague. Mais j'ai rien vu du tout. Parce que j'ai pas pensé à regarder. Et tout le temps que Tom dit ça, il me regarde même pas. Il joue avec son portable. Parce qu'il s'en branle. Ou parce qu'il sait qu'il fait le branleur là. Et qu'il a un tout petit peu honte. Une pensée me vient à l'esprit. Je prends mon portable. Je fais le numéro de Yann. Et le portable de Tom s'allume dans sa main. Et pour la première fois, il me regarde. Et il dit « Ouais, désolé. Yann n'a pas osé te donner son vrai numéro. Au cas où, tu vois. » Et je dis rien. Parce que oui, je vois, oui. Tom dit « Écoute les filles, vous avez passé une super nuit tous les deux. Tout le monde aime bien tirer un coup, c'est clair. » Et je le vois qui me regarde. Pauvre poufiasse, sale traînée. Et je dis « Ouais, je sais. Je suis juste vénère parce que je pensais tirer un coup ce soir. » Et je regarde Tom. Et je détourne pas le regard. Tom pose son portable. Il dit « Je vais te chercher un autre verre ?» Je dis « Prends la bouteille tant qu'il est. » Et le voilà qui court carrément vers le bar. Je prends son portable, balaie dans ses contacts, trouve Yann, c'est pas le numéro que j'ai. Je sors direct. J'appelle ma belle-sœur. Ma belle-sœur travaille au centre d'appel d'un opérateur mobile. Elle dit « Hé fille, je peux pas risquer ma place. Il est peut-être même pas chez nous. » Et je dis « Si tu fais pas ça pour moi, putain, je raconte à Steve ce qui s'est passé à Bournemouth. » Et alors elle dit oui. Et je lui donne le numéro de Yann et elle me donne son adresse. Yann habite à Ely, à l'autre bout du monde. Mais je saute dans le 18, j'y suis en 10 minutes. Je passe le trajet à chercher ce que je vais pouvoir dire quand je vais rencontrer sa femme. Bonjour, vous me connaissez pas, mais votre mec, oui, intimement. Bonjour, vous me connaissez pas, mais on est ce que j'appelle sœur de bite. Je finis par choisir, bonjour, vous me connaissez pas, mais je suis la fille que votre mari vient de mettre en cloque. Je descends sur Grande Avenue, même si je vois pas ce que le mot grande vient foutre dans un trou paumé comme Ellie. Mon portable m'emmène chez Yann, je me pointe et je sais pas quoi faire. Et il pleut, comme d'hab. La maison d'en face est condamnée par des planches. Dans le jardin de devant, l'herbe qui m'arrive jusqu'au nombril cache une carcasse de voiture. Je passe par la porte de derrière qui est à moitié démolie. Ça pue la pisse et le moisi. Je me faufile à travers un tas de merdier par terre, trouve le salon. Quelqu'un a un peu pété les planches aux fenêtres et il y a un bout de jour qui passe. Je reste là. Mes yeux s'habituent à l'obscurité et je vois les restes d'un feu de camp. Au milieu du salon, autour des seringues, des bouteilles, du verre brisé. Je reste là, dans la puanteur et la crasse pendant je sais pas combien de temps. Et puis, une voiture qui ralentit. Yann au volant. Je bouge, ressors par derrière, retour dans la rue. Et je vois Yann qui bascule ses jambes au sol, sort ses béquilles du coffre, les plante par terre, se hisse dessus juste au moment où la porte de sa maison s'ouvre sur sa femme. Une de ces nanas qui a maigri plus qu'il faudrait. On lui voit trop le crâne sous la peau. Un visage qui se renfrogne avant qu'elle le déplisse en un vrai sourire. Et quand elle voit Yann, elle sourit pas, non. Elle regarde. Et puis, une petite fille, 5-6 ans, on sait jamais avec les gosses, sort comme une flèche, dépasse sa mère. Une jolie petite gamine. Et en la voyant, on se rend compte que sa mère a vraiment dû être jolie avant. Elle tend les bras vers Yann et Yann s'arrête. La mère porte la main à sa bouche. Yann lâche les béquilles, pof, et il fait un pas, tout seul. Et on voit que c'est difficile, on voit que ça fait mal, mais il continue.
Il boite, sautille, titube, manque de tomber, mais il arrive jusqu'à sa fille. Et soutenu par sa femme, il soulève la petite fille, la lance en l'air, et elle crie « Papa !» Et je me souviens avoir crié comme ça. Et la femme me fait « Oui, je peux vous aider ?» Parce que je suis dans leur allée. Je suis venue tout droit. Je ne suis pas une passante. Je suis venue dans un but précis. Je suis venue lui dire que... Et je vois Yann qui me regarde. Ce soldat. Cet homme qui a tué. Cet homme qui a vu ses amis déchiquetés. Il me regarde et je lui fous une trouille d'enfer. Et il mérite ce que je vais faire. Il le mérite. Et elle mérite de savoir quel menteur il est. Alors je dis à sa femme, « Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais... » Je vois Yann qui regarde ailleurs. Enfouit son visage dans le cou de la petite fille. Je vois qu'elle ferme les yeux. Je vois qu'elle bouge les lèvres. Et même si j'entends pas, je sais ce qu'elle dit. Elle dit « Papa ». Et je me souviens. Je me souviens. La femme me fait « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Et je dis « Putain ». Je dis « J'essaie de retrouver Grande Avenue. »« Ah, vous êtes vraiment pas loin », elle fait. Je me retourne. Je m'éloigne. J'épargne à Yann ce qui l'attend. Et chaque pas qui m'éloigne de lui fait mal. Mais je peux encaisser. Alors j'encaisse. Pour cette petite fille. Au cabinet médical. C'est blindé, comme d'hab. 3 quarts d'heure sous la pluie avant même que la réception ouvre. Alors quand on entre, on est trempé et on crève de chaud et on remplit la salle de buée. 1 dizaine de chaises et 3 dizaines d'énergumènes qui toussent, qui crachent, qui éternuent. Je sens que je chope la crève à inspirer tout l'air que cet arrêt expire. La porte s'ouvre. Tiens, dis donc. C'est maman obèse, avec 15 cm de racines grises maintenant. Et sa grosse poussette, et ses gros gamins. Tout le monde soupire quand elle décharge la poussette en prenant presque toute la place et qu'il faut serpenter autour d'elle. Tout le monde qui attend, qui s'emmerde, et le médecin qui n'est même pas arrivé. Le fiston mollasson de maman obèse se met à chouiner. Son bébé martien hurle. Elle berce la poussette, essaie de chanter de sa petite voix débile, mais son bébé gueule plus fort, et tous les abrutis soupirent. Encore. La sueur qui goûte à son front, maman obèse demande à la réception « C'est quoi le temps d'attente ?» Et la réception dit « Qu'il n'y a encore qu'un seul médecin aujourd'hui, alors ça va faire dans les 2 heures, au moins. » Elle berce plus fort la poussette, laisse tomber le chant. Oh, sans déconner, c'est ce que je ferais, moi, elle sait pas chanter en tête. Elle crie sur son petit garçon, qui lui répond en criant. Elle lui tape la main, du coup il pleure. Alors elle l'embrasse sur la tête, genre coupable à mort. Elle fait demi-tour et roule tout son chargement dehors. Et tout le monde soupire de soulagement ce coup-ci. Quand c'est à mon tour, je dis à la toubib, « Je peux pas avoir de gosse, j'ai un problème d'alcool. Et de drogue. Et je suis cinglée. Demandez à n'importe qui. » Et elle me prend rendez-vous à l'hosto. Mais il y a 15 jours d'attente. 2 semaines entières. Avec ça que j'ai tout le temps envie de vomir et que je peux pas boire.
C'en est au point que j'ai la gerbe rien qu'à cause de l'odeur. Même quand Léa ne boit qu'une goutte, et bien sûr c'est tous les soirs. Et un jour, Kevin est là, avachi sur un radiateur, quand je brûle vers les chiottes, les mains serrées sur la bouche. Je l'entends qui dit « Bah, comment elle fait pour avoir la gueule de bois? Ça fait des semaines qu'elle n'est pas sortie. » Léane rit. « Oh Kevin, chouchou, t'es trop con. Elle est en claque, putain !» J'entends la porte claquer. Kevin qui descend l'escalier. Je m'allonge et plonge. Et puis d'un coup, voilà Kevin de retour, à genoux près du canapé. Il dit « F, je sais que je suis un blaireau, mais c'est peut-être ça qu'il me faut. Un gosse, pour m'en sortir. Parce que je suis sûre que je pourrais. Je suis sûre que je pourrais être papa. Tiens, regarde. » Et il me donne un rouleau de billets de 10. Peut-être 200 livres. Je suis allée chez Cash Converters. J'ai vendu la Xbox, les jeux, tout. Pour toi. Pour notre famille. Le problème avec Kevin, c'est que... Bon, je sais que c'est un être humain, hein, avec des sentiments, hein, mais en fait, je suis pas si sûre. Il est un peu comme un gros kleps moche que personne veut, mais que tout le monde a la flemme de noyer. Et comparé à lui, je suis carrément une déesse. Et rien qu'à l'idée de nous mettre ensemble pour de vrai, une déesse et un kleps, ça me donne envie de rire, mais... Et si c'était faux? Et si c'était ça, lui et moi? Ou si ça se pouvait? Il voit que j'y réfléchis, je vois qu'il devient tout excité. Je regarde Léane et elle est genre, ben, une fois que t'as un gosse, t'es sorti d'affaire. Hein. Tu touches les allocs, plein de trucs. Un gosse, c'est carrément un gagne-pain. Kevin dit, je te jure tout. Tout ce que j'ai. Pour toi. Et notre bébé. Si tu veux bien le garder. S'il te plaît. Et je dis, il y a une chose. Kevin dit, tout ce que tu veux. Parce que si je le prends au sérieux, si je lui prends sa vie, je ne peux pas commencer sur un mensonge. Alors je dis, tu peux être le papa de ce gosse et vivre avec lui et l'aimer, tout ça, mais il faut que tu saches que t'es pas le père. Kevin fait, ah putain, c'est quoi ce bordel? Je dis, c'est un soldat que j'ai rencontré au Great Western. Tu te souviens? Kevin fait, mais attends. Mais on a baisé ce jour-là, le jour du Great Western. Alors il pourrait être de moi et il pourrait être de lui. Je dis, non, parce qu'avec toi, on a mis une capote. Mais pas avec lui. Kevin fait, mais jamais tu me le laisses faire sans. Et tu l'as fait avec un inconnu. Putain de merde, Ève, pourquoi? Et je dis la vérité, parce que j'avais très envie de lui. Je garde les yeux fermés jusqu'à ce que j'entende la porte claquer. Et quand je les ouvre, en vrac par terre, il y a toute la thune de Kevin. Léane me colle un verre dans la main. Allez, descends ça, t'en as bien besoin. Je sens mon bide qui commence à trembler du froid du verre. Mais je bois une gorgée. La merveilleuse brûlure sur les lèvres qui s'épanouit dans la bouche, dans la gorge et puis me colle le ventre. Et un truc dans mon ventre n'est pas content de moi. Voilà, dit Léane. Toi, tu as envie d'un verre. C'est ce putain de bébé qu'on veut pas. Et qui c'est qui commande? Merde, c'est pas comme si t'allais le garder ce machin. Hein? C'est clair que je le garde pas. Je bois une autre bouchée. Je bois une autre gorgée. Le machin dans mon ventre essaie de me renvoyer l'alcool dans la gorge, mais je tiens bon. Bravo, dit Léane, là je te reconnais. Elle me verse un autre verre, je le descends cul sec, parce que c'est mon corps et c'est moi qui décide. Putain, encore un verre, un vrai cette fois. 3, 4 doigts, je me l'envoie et dans mon ventre, ça faiblit. Léane fait, on descend la bouteille, dac. Je dis, putain, yes, ma poule. Elle remplit mon verre, je le lève et... Par la fenêtre, je vois une vieille chatte galeuse. Je la vois tout le temps, elle traîne dans notre rue. Et je me souviens. Quand on était gamin, il y a des garçons qui avaient trouvé un chaton sauvage. Les arbres près du parc.
trop petit pour avoir les yeux ouverts. Ils l'ont attrapé, enfermé dans une boîte, affamé, jusqu'à ce qu'à la fin il bouffe n'importe quoi. Ils lui ont filé de l'antigel, ce tout petit machin. Je le revois en train de zigzaguer, en miaulant et en gerbant partout, du vomi, de la salive, puis rien, puis du sang. J'ai pas demandé ça. Je le voulais pas. Je le veux parti, mais quand même, un tout petit machin. Je dis, non, non, je boirai quand il sera parti, d'accord ? Léane fait, mais pourquoi si tu le fais sauter ? Je dis, je boirai quand il sera parti, et si ça te plaît pas, va te faire mettre, connasse. Elle dit, d'accord, la chouineuse. Elle se barre. J'ai la tête en vrac maintenant, parce que ça fait des semaines que j'ai rien touché. Alors je m'allonge, je me réveille, il y a de la musique et des voix. Partout des types en pantalon de survêt et Marcel qui font la tronche. Je les salue de la tête et ils font pareil. Je titube jusqu'au salon. Léane se lève d'un bond, fait « Désolée, F, j'ai invité des gens parce que je me faisais un peu chier. Mais tiens, je t'ai fait des flapjacks. » Moi, hein ? Tu m'as fait quoi ? Des flapjacks, avec de l'avoine, comme il y a dans le porridge, et du sirop, comme il y a dans une boîte de sirop. Je connais Léane depuis toujours, et elle a jamais donné le moindre indice qu'elle savait ce que c'était, ne serait-ce qu'un four. Alors c'est énorme. C'est genre un gros désolé parce qu'elle a été pute avec l'alcool. Je prends une bouchée et c'est pâteux, collant, sucré. Tu aimes, elle dit. Je prends une autre bouchée, puis une autre. Hey, du calme, elle fait. Je m'assois au salon, regarde un peu la télé. Un truc sur des camions perdus sur la glace. Et puis, j'ai la bouche sèche. Alors je me lève pour aller boire et j'ai la tête qui tourne. Léane me regarde. On dirait qu'elle glousse. Je dis, Léane, qu'est-ce que tu m'as fait ? Elle dit, Effie, tu es stressée à mort, tu as un bébé stressant et clairement, ça te stresse, ma puce. Tu vas être comme ça tout le temps jusqu'à ce qu'il te le sorte. Je dis, Léane, putain, qu'est-ce que t'as fait ? Elle dit, c'est bon, c'était que de la beuh. Ça te relaxe, ça relaxe le bébé. Je dis, tu as donné de la drogue à mon bébé ? Elle dit, c'est naturel, andouille, ça peut pas faire de mal. Et vlan. Léane se retrouve par terre. Du sang qui dégouline de ses lèvres sur son menton. Elle dit, Effie, je t'aime comme une sœur, mais là, tu pousses un peu. Je regarde autour de moi. Des bouteilles, des canettes, des cendriers, putain ! Des pauvres types qui boivent comme des trous, en secouant la tête sur la musique et en tirant la tronche, et de la merde. Partout où il y a la place de fourrer quelque chose, il y a quelque chose et c'est de la merde. Je peux pas rester ici. Je descends les escaliers en tapant des pieds. Elle est en train de dire « F, espèce d'idiote, reviens !» J'arrive dans la rue. F. Toutes les fenêtres sont éteintes. À part peut-être la lueur d'écran plat. Il n'y a que notre appart d'allumé et plein de bruit. Effie. Et je m'en éloigne. J'ai pas de boulot, pas de mec, pas d'endroit où crécher. Je suis toute seule et je vais avoir un bébé. Comme ça s'appelle des nausées matinales, je croyais que c'était des nausées qu'on avait que le matin. Pas des nausées qui commencent le matin, puis qui continuent tranquillou le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Ça, je l'apprends dès le début.
L'auxiliaire médical dit que la marche ou la natation, ça peut aider. Alors tous les jours, je marche jusqu'à la piscine. Et c'est vrai que la natation, ça aide. Jusqu'à ce qu'il ferme la piscine. Après, tous les jours, je marche pendant des plombes, sous la pluie. Donc je termine toujours crevée et mouillée, mais c'est pas vraiment pareil. À 20 semaines, j'apprends que c'est une fille et qu'elle pousse bien, de ce que l'infirmière peut en dire. L'autre truc que j'apprends, c'est que je suis pas toute seule. Mémé m'aide à trouver un logement, enfin une chambre dans une maison, rue Ordel, mais une chambre à moi. Et elle m'achète ce qu'elle peut pour la rendre jolie. Elle dit qu'elle avait mis un peu de côté, mais c'est pas vrai. Un soir, je vais à la supérette coopérative et qui je vois derrière la caisse, comme quand j'étais gamine. Je lui dis « T'es trop vieille pour travailler ». Et elle dit « Redis que je suis trop vieille pour quoi que ce soit et je te tanne les fesses, jeune fille ». Kevin essaie toujours de me donner l'argent de sa Xbox. Comme je le prends pas, il finit par acheter une poussette à la boutique solidaire. Bien sûr, elle est trop grande. Elle rentre pas dans la chambre et en gros, elle se déclingue dès qu'on essaie de la plier. Mais bon, c'est l'intention qui compte, qu'on dit. Et puis un jour, je suis en train de fouiller dans des piles de fringues d'une friperie, rue Clifton. Et là, une douleur dans mon ventre. Pas grand-chose. La douleur, je connais quand la miss danse le baby woogie sur ma vessie. Mais cette douleur-là, c'est pas un coup de pied, c'est une contraction. Et je suis dans ma 29e semaine. Trop tôt pour ça. J'appelle rien que pour m'entendre dire « Arrêtez votre cinéma », mais ils disent « Venez au cas où ». Je me traîne jusqu'à la rue Abershon, ensuite une demi-heure à me faire secouer dans le bus, et puis ce qui me paraît plus long encore à clopiner de l'arrêt du bus jusqu'à la maternité. Mais ils disent « Il existe un test. S'il revient négatif, on est sûr à 99% que le travail n'a pas commencé. D'accord ?» Je dis « C'est pas possible, elle peut pas arriver maintenant. » L'infirmière dit « Ne nous énervons pas. Faisons déjà le test, d'accord ?» Je pisse dans un gobelet, m'allonge sur le lit. Par la fenêtre, je vois de la neige. Il neige. « Tu veux sortir voir la neige, petite crevette ? T'auras plein d'occasions pour ça. Ah !» Mais faut que tu restes tranquille, petite fille. Reste bien là où tu es. Je sais que le vaste monde t'attend, mais encore quelques semaines, et ce sera bon. Le test revient négatif. Ce n'est pas le travail. L'infirmière dit « Bon, alors maintenant nous savons que vous allez bien, que bébé va bien, mais ce n'est pas ce soir que vous ferez sa connaissance. Il suffit de trouver le bon antidouleur pour que vous supportiez les contractions. » Elle me sort de la maternité, en fauteuil roulant, 2 ascenseurs pour accéder à un étage qui a l'air fermé. Pas une lumière, pas un bruit, personne. L'infirmière allume la lumière, dit « Le médecin va passer, il vous donnera de quoi vous soulager. » Et puis elle s'en va, me laisse là, seule. Et pas toute seule. Ma petite fille et moi, on attend la douleur qui vient par vagues. Toutes les demi-heures, l'infirmière revient pour dire « Le médecin va passer d'une minute à l'autre et il finit par arriver. » Il me donne un truc qui s'appelle de la pétidine. Et 5 minutes plus tard, je me sens mieux. Mais 5 minutes après, la douleur revient, pire que jamais, tellement forte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me glisse hors du lit, je m'accroupis par terre, je m'agrippe au drap et je hurle en serrant les dents. Toutes les émissions que j'ai vues sur des femmes qui accouchent, je suis comme elles, accroupie à hurler. J'appuie sur le bouton, personne ne vient. J'appuie, rien. J'appuie, rien. J'appuie, putain, rien, putain. J'essaie de marcher, mais mes jambes refusent. Je rampe, le cul en l'air.
Les lumières vacillent autour de moi, j'arrive jusqu'aux ascenseurs, j'appuie sur le bouton. Rien. J'appuie sur le bouton. Rien. J'appuie sur le bouton. Ah putain! J'arrive jusqu'à la maternité, je sonne. Personne ne vient. Personne ne vient. Personne ne vient. À travers la vitre, je vois une fille, une petite blonde avec un bide tellement énorme, on dirait qu'on lui a collé une montgolfière. Elle se dandine jusqu'à la porte, me laisse entrer, la sage-femme se pointe, dit « Mais pourquoi vous êtes sortie de votre lit ?» Et je hurle. La sage-femme dit « Bon, très bien, nous allons refaire le test, d'accord ?» La petite blonde et moi, on marche en canard de long en large dans la salle d'attente. La petite blonde s'appelle Gemma. Elle en a 2 là-dedans et elle est morte de trouille. Elle dit qu'elle refera jamais ça. Qu'il s'approche de moi, Ben, et je me couds moi-même. Ben, son compagnon, pas son mari, mèche rebelle, costume nickel, la main qui plonge pour se poser sur son épaule, et la douleur arrive, et Gemma attrape ma main, et je serre, et serre, et serre. La sage-femme entre, dit « En fait, maintenant, le test est positif. » Je dis « Pardon, quoi ?» Elle dit « Le test était négatif, mais là, il est revenu positif. Donc, oui, votre bébé arrive ce soir. » Je dis « Quoi ?» On va tout de suite vous faire une injection de stéroïdes pour aider les poumons de bébé à se préparer, parce que votre bébé arrive très en avance. Vous comprenez ça, hein, les filles? Gemma attrape ma main, dit « On va s'en sortir, ok? Alors, vous avez fait un plan de naissance ?» Et cette fille, je la connais à peine, mais avec sa main agrippée à la mienne, j'ai l'impression qu'on est sœurs. Et puis, la sage-femme entre, dit « Bon, alors, nous n'avons plus de lit en néonatologie, nous allons donc devoir vous transférer. » Je dis « Putain, je sais pas ce que ça veut dire, ça. » Ben se la ramène cool, fait « Ouais, la néonatologie, c'est là qu'ils s'occupent des prématurés. Ils font un boulot incroyable. Ils sont vraiment dévoués. » Alors, dit la sage-femme, il va falloir que vous vous prépariez et une ambulance vous emmènera à Abergavenny. Je suis là, c'est où ça, putain? Elle dit, pas loin d'ici, en voiture. Ben fait, plutôt dans les 1h30. La sage-femme dit, une ambulance peut le faire en 40 minutes. Vous verrez. Et je serai avec vous dans l'ambulance, tout le long, pour prendre soin de bébé. Et Gemma l'arrête. Et Gemma dit, vous partez? Mais qui va s'occuper de moi? Et Ben dit à la sage-femme, je peux vous parler 2 secondes? Et Ben et la sage-femme sortent. J'entends Ben qui ne crie pas, mais qui parle très fort des risques de la grossesse gémellaire. Et ça parle beaucoup d'appeler un médecin-chef, mais qui ne répond pas au téléphone. Et Gemma, elle se tait et elle lâche ma main et elle sort. Et la sage-femme entre. Bon, il y a très peu de chances pour que vous accouchiez dans l'heure, donc vous n'aurez pas besoin d'être accompagné d'une sage-femme. De toute façon, les ambulanciers sont très bien formés, donc... Et je sais que je devrais protester. Je sais. Mais là, la douleur... Je peux pas parler. Et il n'y a personne pour le faire pour moi. Alors... Je me retrouve sur un brancard, bordé serré dans des couvertures. On me roule jusqu'au rez-de-chaussée et puis dehors, des flocons blancs se balancent, se posent sur la couverture, restent avec moi un instant. C'est si beau. Et puis ils disparaissent, trempant le gris de la couverture qui vire au noir. De la neige, petite fille. De la neige le jour de ta naissance. L'ambulancier avec moi fait « Attention, elle va se pointer pour jeter un œil dehors et on veut qu'elle reste là-dedans aussi longtemps que possible, d'accord ?» Et l'ambulance se met en route, sirène et gyrophare. « Tu vois mon bébé, il dégage la voie pour qu'on aille dans un endroit où ils prendront bien soin de toi. » On va à fond la caisse sur l'autoroute.
L'ambulancier à l'arrière sifflote, me fait un clin d'œil pendant qu'on roule les boules dans l'ambulance. Puis on tourne sur une plus petite route. Puis on fait le tour de plein de ronds-points. Il y a une discussion entre le type à l'arrière et la conductrice. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Rien, rien. C'est juste que la neige est un peu plus épaisse parce qu'on grimpe dans la montagne. Il faut juste qu'on soit un peu plus prudent. C'est tout. » Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne... Et on va de moins en moins vite. Je dis « Putain mec, j'aurais plus vite fait à pied !» Il sourit, dit « Oui, c'est peut-être ce qu'il va falloir faire. » Et toute l'ambulance glisse, dérive de côté comme c'est pas permis. Et on chavire, et on penche. On est sorti de la route, putain. Ça cause dans la radio. Et non, sérieux, ça va, parce qu'ils savent qu'on est une priorité. Ils savent où on est, et l'hôpital est juste de l'autre côté de la montagne. Plus que quelques minutes, et puis... Ah mais faut pas que tu bouges, petite fille. Ah, plus que quelques minutes, et puis... Ah putain, mais le truc, c'est que c'est ma fille. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et elle en a rien à foutre. Et là, maintenant, elle veut faire la connaissance de sa maman, elle veut voir la neige et les étoiles. Alors elle arrive, et ça fait mal, ça fait très, très mal, parce qu'elle essaye de sortir, et que moi, j'essaie de la retenir. Il y a la conductrice avec nous à l'arrière, maintenant, elle dit, va falloir pousser là, va falloir la laisser sortir là, et... Ah! Je l'entends crier. J'entends ma petite fille crier. Et puis je l'entends plus. Ils la prennent tous les deux, penchés sur ce petit bout. Ils lui mettent un masque sur le visage, lui donnent de grands coups dans la poitrine. Ils sortent des seringues de sachets en plastique, essaient de lui planter dans le corps. Mais elle est trop petite. Elle est trop petite. Ils hurlent entre eux. Ils hurlent des noms de médicaments et des chiffres. Et ils font quoi, bordel? Je sais pas. Si, je sais. Ils luttent. Ils luttent avec tout ce qu'ils ont pour qu'elle reste avec moi. Et ils luttent. Et ils luttent. Et ils luttent. Ils luttent très longtemps. Et puis, ils arrêtent. Combien de temps j'y reste. Mais à la fin, Kevin vient me sauver. Voilà comment il s'y prend. Je me réveille. Je suis par terre, dans ma chambre, rue Ordel. Un vieux goût d'alcool et de vomi dans la gorge. Je sais pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis réveillée, pourquoi je respire. Et puis Kevin est là.
Il me décortique du regard. Il me tire pour me relever. Il dit, tu sais ce qu'on peut faire? Et je sais ce qu'on peut faire. Rien. Il dit, ces enfoirés, on peut les faire payer. On dégote un avocat. Avec lui, pas d'honoraire si on perd. Et il dit que dans notre cas, on a de fortes chances de gagner. Première étape, avant le tribunal, il y a une sorte de réunion à l'hosto. Il parle pendant des heures, et en gros, il me raconte ce qui m'est arrivé, mais comme si genre, rien n'était de leur faute. Et quand c'est fini, l'avocat dit, eh bien, ça s'est merveilleusement bien passé. Ah bon, je fais, parce que j'arrive pas à dire. Il dit, oh oui, il n'y aura même pas de procès. Vous faites pression, il règle à l'amiable. Il y aurait dû y avoir une sage-femme avec vous dans l'ambulance, vous comprenez? Et maintenant, ils vont devoir payer. Combien, je dis, ils vont avoir à payer? L'avocat dit, le dédommagement moyen dans les affaires d'obstétrique, c'est 277 000 livres. Vous pouvez même espérer plus. Et je m'imagine tout ce que je pourrais faire avec. Me payer une maison, me payer une voiture, me payer une vie tout court, pendant des années et des années. Kevin dit, on va gagner F, et ces enfoirés, ils peuvent tous aller se faire mettre. Je vais faire un tour à la boutique, j'achète le premier truc qui me fait envie, du jus de fruits. Je m'assois pour le boire et de l'autre côté du couloir, je vois la sage-femme. Elle était à la réunion toute la matinée, mais elle n'a pas dit un mot. Mais vous savez, les filles, je n'aurais pas pu la sauver, même si j'avais été avec vous. Ce qu'il fallait pour votre petite fille, c'est qu'elle naisse dans un service de néonatologie, où on aurait eu tout l'équipement pour s'occuper d'elle. Vous vous êtes retrouvés dans cette ambulance uniquement parce que nous n'avions plus de lit en néonatologie. On n'a plus autant de lits qu'avant en néonatologie, à cause de toutes les coupes budgétaires. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on doit vous dédommager? Je dis, ça vous sert de leçon. Elle dit, si on vous dédommage, on devra faire de nouvelles coupes et encore plus de personnes âgées mourront avant leur temps. Encore plus de jeunes gens n'auront jamais la chance de vivre. Encore plus de mamans exactement comme vous perdront, je dis, je sais pas sur quoi vous pleurez, connasse, à part sur votre boulot. Kevin dit, c'est des conneries. L'hôpital a des assurances, c'est de là qu'il vient l'argent, obligé, et je sais que Kevin a raison. Ou plutôt, je me dis qu'il doit avoir raison. Mais ma chambre déborde de vêtements, des bodys, des grenouillères, que j'ai choisis dans des tas de fringues, dans des boutiques solidaires ou à des ventes de charité, que j'ai lavé dans la baignoire, fait sécher sur le radiateur, plié, bien rangé dans des tiroirs. Et il y a un couffin, et des jouets, et une poussette qui passe pas la porte. Et Mémé dit, tu crois vraiment que l'argent va t'aider? Je dis, je sais que ça la fera pas revenir, je suis pas débile, putain. Elle dit, non, non, écoute-moi pour une fois. J'ai dit, Effie, dans l'état dans lequel tu es, est-ce que l'argent va t'aider? Et je sais, mais qu'est-ce qui va aider? Parce que j'ai besoin de quelque chose, putain, mais vraiment. Elle dit, tu le sais. Ça aussi, tu le sais. Et alors je lâche l'affaire. Je fais rien payer. À personne.
parce qu'il y a des années et des années devant moi que j'allais passer à la remplir d'amour et à être aimée en retour. Et la route de briques cassées qui va jusqu'à la mer, à 1 kilomètre à peine, je pourrais la prendre n'importe quand. Et ce qui m'arrête, ce qui me permet de tenir, c'est de savoir que j'ai encaissé cette douleur. Que je vous ai épargné à tous de vivre la même chose. Votre enfant est patraque, elle va mieux, grâce à moi. Votre mère tombe malade, elle est guérie, grâce à moi. Et pourtant, quand vous me voyez bourré dès le matin, là, asonné jusque chez moi, vous vous dites, pauvre poufiasse, sale traînée. Alors que ce que vous devriez vous dire, c'est, la vache et fille, merci. Les coupes, tu les as encaissées, pour nous tous. Et en zonant jusque chez moi, je passe devant les pubs qui ont fermé, la bibliothèque qu'ils ont fermée, la piscine qu'on a démolie, la salle de l'auto qu'ils ont brûlée pour pouvoir la transformer en appartement. De plus en plus de gens entassés sur ce petit bout de terrain pendant qu'ils coupent tout ce dont on a besoin pour vivre. Et on encaisse. Le soldat clopinant qui boite jusqu'à sa fille. La mère obèse qui se bat avec sa poussette sous la pluie. La retraitée qui recommence à bosser de nuit à 70 balais. On encaisse. Parce qu'on est forts, nous tous. Mais voilà l'emmerdant, putain. On dirait que c'est toujours des endroits comme ici. Et des gens comme nous qui doivent payer quand vient le temps des coupes. Et je me demande, pendant combien de temps encore il va falloir qu'on encaisse? Et je me demande, qu'est-ce qui va se passer le jour où on ne pourra plus encaisser?